Euh, Moi, je me souviens, il y a une période qui était assez folle dans ma carrière, c'est quand je quitte la France, je vais en Espagne à 18 ans. Donc à la fois, je vivais le rêve au niveau professionnel et à la fois au niveau personnel, j'étais pas bien, j'étais en dépression. La santé mentale au sens large, on en a tous une, hein, plus ou moins bonne, plus ou moins efficiente. Oui, mentalement, ça n'a pas toujours été rose. J'étais au bout de ma santé mentale. Ouais, ça m'avait fait souffrir. Je vais vous répondre, je vais répondre, mais... J'aime pas montrer que je vais pas bien. Cette dépression, j'ai dû la combattre en utilisant les mauvais moyens. Je faisais vraiment mine que tout allait bien. En fonction de son parcours de vie, on n'est pas tous égaux face aux aléas de la vie, aux difficultés rencontrées, et certains peuvent développer des troubles psychopathologiques. Dans ma famille, on est assez réservé. Quand on a un problème, on a du mal à l'exprimer. Une personne sur 4 peut développer un trouble au cours de sa vie. Les maladies mentales sont des maladies comme les autres. Tôt, j'ai compris que ce que je vivais, c'était pas normal. Pour moi, si tu vas très très haut dans ta capacité d'encaisser, au moment où ça tombe, tu descends très 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 bas. C'était tout noir. Je pense que durant notre carrière, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, parce que quand tu es champion du monde, on voit la coupe et elle est en or, quoi. Et on voit que ça, mais derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des joueurs. Quand tu es arrivé tout en haut, que tu as atteint le Graal, une redescente après, qui n'est pas facile à gérer. Je me souviens de Adil qui disait qu'il avait fait une espèce de burn-out après le mondial. Il y avait, quoi qu'il arrive, un sujet important là-dessus, sur la santé mentale, que ce soit à tous les niveaux, en tant qu'athlète de très haut niveau, mais pas que, chez les jeunes aussi. Génération 2018, ça a été créé par les joueurs. On a choisi la santé mentale parce que... Je voulais mettre le sujet sur la table et en parler. Ça a été une volonté de laisser une trace, un héritage de ce qu'on a pu réaliser ensemble et aussi de l'aide qu'on peut apporter à chacun. Le but de Génération 2018, c'est avoir un impact aussi sur la jeunesse. Donc on aide les autres, mais on s'aide aussi nous-mêmes. La santé mentale, c'est au fond tout ce qui permet d'être bien. On sait que le logement est un énorme facteur de santé mentale. On sait également que le travail qu'on va faire a une importance, l'ambiance au travail, les amis, la météo peut-être, l'ambiance internationale, le sport qu'on peut faire. Et parmi tous ces déterminants, il y a l'état psychologique. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis plutôt heureux, plutôt malheureux en ce moment? Est-ce que j'ai des conflits? Est-ce que je me pose des questions? Les études même médicales sérieuses le montrent. Il y a, sur le plan de l'anxiété, sur le plan de la dépression en particulier, une aggravation constante sur les 10 dernières années qui s'est évidemment pas mal aggravée au moment du confinement et de la crise du Covid, évidemment, qui a amené beaucoup de changements. La santé mentale des jeunes semble s'être assez considérablement dégradée depuis 2019. Aujourd'hui, avoir une souffrance psychique, et encore plus une maladie mentale, reste quelque chose qui est honteux. Et il y a une forme de stigmatisation importante dans la société. Ça, c'est une réalité, et c'est donc quelque chose qui freine, y compris les jeunes, pour venir en parler. Ils s'inquiètent et se demandent s'ils ne sont pas fous, entre guillemets. Le déclic, il vient souvent d'une rencontre. Parce qu'à un moment donné, c'est l'histoire de aller vers. Pour moi, la santé mentale, c'est comment tu te sens à l'intérieur de soi, genre
Si tu vas bien ou si tu vas mal. C'est le bien-être du cerveau. Dans la tête, dans le cœur, dans le ventre souvent aussi. Finalement, c'est un petit peu comme la santé physique. La santé physique, on peut un jour avoir une mauvaise santé physique et un autre jour avoir une très bonne santé physique. C'est tout un équilibre et si on n'a pas ça, on n'a plus envie de rien faire. Être bien aussi physiquement, parce que quand on va pas forcément super bien mentalement, on voit que ça a des conséquences physiques. Et je dirais même que c'est connaître finalement sa propre écologie. Il y en a qui vont mieux réagir aux événements de la vie que d'autres. C'est vraiment ce qu'on appelle chez nous la résilience ou la vulnérabilité. C'est qu'est-ce qui nous construit. Quand on passe tout en haut, là, on est en haut de la montagne pour soulever une coupe du monde, et que quelques mois après, on est tout en bas parce qu'on ne peut plus jouer, on ne peut plus courir. J'avais du mal même le matin à me réveiller, c'était dur. Je me demandais ce que j'allais faire parce que pour moi, il n'y avait que le foot dans la vie. Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, de base, en jouant cette compétition-là, je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça pour mon corps. Après la compétition, j'étais mal accompagné parce que j'étais sûrement un joueur sur qui on comptait, donc on avait besoin de ma présence. Donc quand je devais me faire soigner, on me disait non, l'entraîneur il a besoin de toi, il faut que tu joues. Et vu que toi, tu as envie de jouer aussi, je dis ok, vas-y, je vais jouer. Et en faisant ça, j'ai dégradé, je pense, mon genou. Donc ce qui se passait, c'est que à chaque fois que je parlais avec le médecin, à chaque fois que je parlais avec quelqu'un du club, tout ce qu'on pouvait dire, toutes les discussions, dans les minutes qui suivaient, ça se retrouvait dans la presse. Et on me faisait comprendre que j'étais un poids pour ce club-là, parce que je ne veux pas me faire opérer, j'ai décidé de faire autrement. Dans notre métier, il y a les spectateurs, il y a le public, et il y a les fans, on va dire, qui sont autour, qui t'encouragent normalement au cours de la saison. Et moi, vu que mon image a été un peu, on va dire, tachée, que le club pensait que je devais peut-être partir, au final, de sortir de chez soi, et les gens te regardent d'une manière comme si tu avais été malhonnête, comme si tu leur avais volé leur argent, tu leur avais volé telle chose. Et ma santé mentale a été tellement touchée par ce que les autres pouvaient dire. Je suis rentré dans une solitude où même des amis, je pouvais même pas inviter des amis chez moi, j'avais ce besoin-là d'être seul. Je pouvais pas me permettre de sortir parce que je savais que j'allais croiser des gens. Je pouvais même pas avoir l'envie de répondre à certains messages pendant des mois et des mois. Donc je suis rentré dans une solitude qui pour moi m'a bousillé. Au final, de mettre, on va dire, un club, des groupes de supporters contre moi, ça m'a mis tellement au plus bas, alors qu'on se disait, mais de toute façon, lui, il est blessé, il gagne son argent et sa vie va très bien, alors que c'est pas la réalité. Même pour vous dire, le matin, je passais ma journée dans la chambre. Je sortais pas de mon lit, à part pour aller aux entraînements, mais dès que je rentrais, je restais dans mon lit toute la journée. C'était tellement des choses qui me prenaient au cœur, et que c'est des choses que je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, et que je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. J'avais plus de vie sociale, ni mes amis qui essayaient de me parler parce qu'ils me connaissaient, ils savaient que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais ils disaient là ça va pas. Mais même ça, pendant des mois et des mois, je voulais pas les voir. Et je restais chez moi, je faisais pas grand-chose. Mon lit, c'était mon meilleur ami. Il y avait rien de plus. La solitude, c'est quelque chose de très fort et qui peut vraiment tuer une personne, la solitude. De pas parler, ça peut tuer une personne. De pas parler, de pas prendre le temps de parler aux gens, ça peut tuer aussi, ça peut tuer. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant des mois et des mois. Pour moi, j'étais là sans être là. Sur le moment, je pensais pas du tout à ce mot-là parce que, pour être honnête, pour moi, quand j'entendais dépression, je me disais il est fou, parce que je l'avais pas vécu peut-être, et je l'assume totalement.
J'étais totalement dans une dépression sans même le savoir, j'ai même pas pu mettre les mots à ce moment-là. Et ça, personne ne le savait. Et tout le monde pensait que j'étais heureux parce que « Ah Sam, t'as un cadre de vie. Ah Sam, tu gagnes bien ta vie. » Mais c'était pas gagner de l'argent qui me rendait heureux, c'était pas ça, c'était l'humain, jouer au football. Et j'avais ni l'un ni l'autre. C'est hyper intéressant ce que tu racontes. Parce que, toi-même, comment tu le décris, quand tu fais une grosse dépression, tout ce que tu n'as pas envie de faire, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est plus confortable de rester enfermé, de voir personne, de faire ce qu'on a à faire, d'aller faire son job, de rentrer à la maison, de parler à personne. Nasrine, t'as pas beaucoup parlé. Moi, je me suis fait virer de mon équipe de hand par ma coach. Donc ma coach qui m'a clairement dit je préfère quelqu'un de moins fort que toi mais de stable mentalement plutôt que toi qui est instable mentalement. J'étais à l'époque joueuse en nationale au handball. Mon monde a un petit peu basculé sur la deuxième fois où je me suis fait un ligament croisé. Pour moi, le hand, c'était tout. Je passais 3 soirs par semaine au gymnase. Je passais tous mes week-ends au gymnase. Donc en fait, c'était plus que mon sport qui s'écroulait, c'était mon monde. Et c'est à ce moment-là en fait, où j'ai commencé à avoir des idées suicidaires. J'ai commencé à me scarifier. Et ça, mes amis le voyaient. J'essayais de le cacher, mais ils le voyaient quand même. Ma mère, un jour, elle l'a vu. Et moi, je faisais vraiment mine que tout allait bien. Je mentais un petit peu sur ce que c'était. Et en fait, elle m'a très clairement dit d'arrêter mes conneries. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment très mal pris parce que je me suis pas sentie comprise. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis renfermée. Moi, ma famille, elle a toujours été dans le paraître. Il faut paraître fort. C'est un petit peu, elle a été éduquée comme ça. Faut paraître, quand t'es une femme, faut paraître féminine, faut paraître forte, faut pas montrer ses faiblesses. Et ça fait que j'avais peur de montrer quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu as plein de parents qui mettent une pression énorme sur les enfants, que ce soit dans le foot, que ce soit dans différents sports. Et je pense que mon enfant, et j'en suis quasi sûr, faut l'accompagner. Et ce terme-là, il est important parce que si on lui met la notion de compétition, alors qu'il n'est même pas formé, tu vois, il est encore tout frêle, ses os, ses organes et tout ça, bah, ça va être une charge pour lui, mentalement et physiquement aussi. 1 an après, j'ai pu reprendre le sport avec du coup des cicatrices blanches qui étaient dues à mes scarifications. Et j'arrivais pas à faire comprendre en fait à cette coach que bah non, tout allait bien, c'était juste du passé. Et elle était butée sur le fait que non, j'étais instable mentalement. Et en fait, j'y ai presque cru parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que la santé mentale dans le sport, c'était tabou. Et qu'il fallait vraiment aussi être dans le sport quelqu'un de fort et qu'il ne fallait rien montrer. Dans mon parcours, avec le recul, j'ai compris certaines choses qui se passaient, qui étaient en fait un mal invisible. C'est une vie hors norme, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a aussi l'homme, la personne derrière. Et des fois, il y a un décalage entre les deux, ou alors on ne se rend pas compte, ou on ne voit pas. Et c'est quelque chose qui est compliqué à exprimer, à expliquer, et que ça soit compris. Et je me souviens, moi, ce qui me marque le plus au niveau perso, c'est que le pro, c'était 10 sur 10, quoi. Je ne pouvais pas demander plus, c'était magnifique. Et à côté de ça, je me sentais hyper seul, je me sentais vraiment pas bien. Je me disais, mais j'ai fait toutes ces années, là, j'ai sacrifié mon enfance, tout ça pour ça. Au niveau perso, c'était ultra difficile. Alors évidemment, vous allez me dire, beaucoup de gens peuvent être tristes, est-ce qu'ils sont tous déprimés ? Non, parce que la tristesse est un sentiment, au fond, commun. On peut être triste pour différentes raisons. Quand ça dure que quelques jours, c'est pas une dépression. Quand ça dure plusieurs semaines et que vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir, alors là, c'est une dépression. Moi, je l'ai vu chez énormément de joueurs qui souffrent en silence, qui disent rien, qui vont vraiment pas bien. Et donc, des fois, selon comment tu réagis à ça, il y en a qui vont pas bien, ils vont se blesser tout de suite. Il y en a qui vont pas bien, ils vont faire ils vont avoir des mauvaises périodes pendant 3-4 mois.
Il y en a, après leur carrière, ils vont exploser. Les objectifs passent avant tout, et même dans la tête des joueurs. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le vestiaire, il n'y a pas de place pour les faibles. Ils imaginent qu'ils ont tout à gagner à se taire. Je pense qu'ils imaginent que c'est plus sécure, que c'est plus sûr. Voilà, il y a le terrain, il faut être meilleur que l'autre pour avoir sa place le week-end. Je dis pas que c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce que moi aussi je me suis fixé. Je vais pas remettre la faute sur les autres. Ils ont le droit d'être malheureux, ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit d'être dépressifs, ils ont le droit de pas être heureux dans leur vie de footballeur, ils ont le droit. Et c'est ce que le monde du football est. Il y a beaucoup de monde qui a tendance à considérer que certaines choses leur sont interdites parce qu'ils gagnent bien leur vie. Le fond du problème, c'est qu'eux-mêmes se l'interdisent. Tu vas pas ressentir que ton coéquipier il a un problème. J'avais 14 ans et puis mon petit frère avait à peine 2 mois. Et ma mère, elle me l'a laissé. Elle m'a dit, s'il se réveille, tu lui donnes le biberon. Et jusque quelques instants après, ma mère, elle a pris le petit dans ses bras. J'ai vu qu'elle fait des va-et-vient dans toutes les pièces de l'appartement. Après, il y a mon oncle qui est venu. Après, des gens de la famille, 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Puis t'as les pompiers qui viennent au bout de 40 minutes et tout. Ils s'enferment dans la chambre avec le petit, avec ma mère et tout. Puis t'as un monsieur qui sort et tout. Il dit, je suis désolé, il est mort, waouh. Donc quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment fait mal. Parce que je me suis senti coupable. Je me suis dit, c'est de ma faute et tout. J'ai dû faire quelque chose de pas bien. Je me souviens, j'ai couru dans ma chambre et j'ai voulu même carrément sauter par la fenêtre. Et ma mère, elle m'a dit, j'ai déjà perdu mon fils et tu veux que je te perds toi, tout ça. Ces petites paroles-là, ça m'a... Mais j'étais vraiment pas bien pendant 3-4 mois comme ça. J'en ai pas parlé. À part les gens qui étaient dans le quartier et ma famille, mais sinon, voilà, même au foot, je l'aurais pas annoncé parce que pour moi, c'était... Je voulais pas encore remettre ça dans ma tête et tout ça. En fait, globalement, je pense qu'il y a une espèce de confusion entre force mentale et puis justement résilience ou moment de vulnérabilité, quoi. C'est pas parce qu'on est mal qu'on n'est pas fort. Quand on va avoir un problème physique, le plus souvent, on sait que c'est passager, que c'est traitable. On va chez le médecin, on prend un traitement, un médicament ou autre, on ressort, on sait qu'on va revenir à la normale. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, les gens, quand ils ont un problème de santé mentale ou quand ils se sentent pas bien, ils associent ça à une faiblesse. Et donc, ce serait un signe de faiblesse. Donc, ils vont pas voir quelqu'un, donc ils essayent pas de se traiter. Et ça, c'est un vrai souci. Je suis sportive de haut niveau et depuis très longtemps. Donc j'ai vécu des épreuves à travers le sport et aussi à travers la vie. Et j'ai vécu cette angoisse dans 2 moments différents. Très jeune, j'ai perdu une de mes coéquipières d'une maladie. Et moi, j'avais 20 ans. Et j'ai apparenté ce décès et cette maladie au fait qu'on puisse mourir du jour au lendemain. Et j'ai commencé à ressentir de l'angoisse, de l'anxiété, mais je n'avais pas de mots pour le dire. Donc j'avais des ressentis physiques qui étaient assez puissants. Et je me suis retrouvée à avoir un vrai souci avec mon corps qui, lui, m'envoyait des signaux que je n'arrivais pas à contrôler alors que je contrôlais mon quotidien. Et ça a été très compliqué. Et toutes ces choses-là que j'ai vécues assez jeune dans ma vie, où j'ai commencé à découvrir ce qu'était un petit peu l'angoisse, et je l'ai revécu de manière très puissante dans le contexte d'une Coupe du Monde. Je me suis retrouvée de passer à meilleure joueuse, meilleure buteuse, à banc de touche, ce qui n'est pas très grave en soi, sans explication. Je me suis retrouvée totalement enfermée dans une bulle et isolée, en étant en train de lutter sur je ne veux pas être le problème parce que l'équipe de France doit gagner. Donc je me tais, donc je contrôlais toutes mes émotions en essayant d'être impassible à l'extérieur. Et très très mal quand je rentrais dans ma chambre. Et le dernier match de la compétition, quart de finale de Coupe du Monde, on joue contre l'Allemagne. Donc moi je suis sur le banc de touche depuis 3 matchs. Je suis en train de m'échauffer et on m'appelle. Donc ça fait 8 jours que
personne ne me parle dans le staff, les joueuses, ça se passe bien. Et au moment d'arriver, donc je suis persuadée, très positive, en me disant c'est là, quoi, c'est mon moment. Et je vais pour rentrer sur le terrain, donc je suis au bord et je me retourne, je regarde le staff et je dis je remplace qui? Et en fait, j'attendais juste un sourire, un regard, je pense lié à ma sensibilité, avec le recul. Et au moment où je pose cette question, le coach baisse la tête et il me répond pas. Et je rentre sur le terrain et je me dis putain, mais il suffisait juste de me faire un sourire ou de me répondre. La dernière minute des prolongations, la 120e, et je suis toute seule face au but. Le centre, il arrive, la gardien est au premier poteau, but vide, et le ballon, au moment où je vais pour le reprendre, il rebondit, et au lieu de taper mon pied, il tape le tibia, et il passe à 20 cm du poteau à gauche, quoi. Et je rate le but. Et en fait, en ratant, je me dis, putain, si juste il m'avait dit qui je remplaçais. Je suis encore là-dessus, quoi. C'est terrible, hein. Après, s'en est suivi le retour en France et les problèmes de sommeil ont commencé là. Et du coup, tout ce que j'avais connu avant est revenu un peu à ce moment-là. Et ça a duré 1 an et demi où j'ai continué de jouer. J'ai été retirée de l'équipe de France. Je suis une personne lambda. Quand je me suis retrouvée toute seule dans mon canapé, parce que j'en ai pas parlé dans l'équipe, j'en ai pas parlé à ma famille, j'en ai pas parlé aux joueuses de mon club. J'étais capitaine de mon club, je suis rentrée, personne ne savait ce qui se passait, hein. J'avais perdu 3 kilos, je dormais pas de la nuit. Et quand j'arrivais, j'étais capitaine. Et quand je rentrais chez moi, il fallait que je trouve des outils. Donc les outils, c'était de trouver quelqu'un avec qui parler. Et je les ai trouvés au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'avais des choses à exprimer. Mais j'avais des filtres avec tout le monde parce que je voulais protéger tout le monde. Mais j'ai réussi à avancer avec tout ça et à me dire que, à pas me blesser déjà, parce que tous les jours j'étais sur le terrain, à continuer à être performante, à lutter contre moi-même pour que je sois toujours leader, sensible et altruiste. Et ça a été des situations très très complexes, mais qui m'ont appris beaucoup sur la vie. Je pensais pas que nos histoires faisaient écho à ce point-là. Moi aussi, j'ai perdu une amie très chère quand j'avais 15 ans. Et en fait, quand je t'entends parler, il y a des trucs, moi, qui me sautent aux yeux quand tu dis, bah, en fait, du coup, moi, j'ai cru qu'il pouvait m'arriver telle chose ou telle chose et que du jour au lendemain, je pouvais partir. Les gens, quand ils vont pas bien, quand c'est plutôt un trouble du type anxio-dépressif qui est une réaction à ce qui se passe à l'extérieur, se mettent tout de suite dans la case du fou. Et donc de la honte aussi. Moi, il y a un peu plus d'1 an, je me suis retrouvée dans une situation assez difficile. C'est là où tout vraiment a commencé, même au plus petit échelon de ma santé mentale dans le négatif. C'est ma rentrée de 6e. Mes crises d'angoisse sont dues à mon passé, c'est-à-dire les traumatismes que je n'ai pas acceptés, que je n'arrive pas à accepter ou pardonner les personnes, aux émotions que je ne gère pas. J'ai pas vraiment de souvenir de moi heureux quand j'étais petit. J'ai toujours été un garçon souriant, etc. et tout de façade, mais dans ma tête, j'ai pas de souvenir de bons moments. J'ai effacé plein de trucs aussi de mon enfance, donc il y a plein de souvenirs qui me manquent. J'étais hyper occupée par ma vie professionnelle qui est une vie associative, en fait un projet que j'ai moi-même monté et auquel je crois beaucoup et qui a énormément d'importance. Mais malheureusement, je pense que je me suis beaucoup oubliée dans tout ce que j'ai fait, où je passais ma vie à travailler. Et c'est à partir de là que mon mal-être a vraiment un peu commencé à petit échelon et qui s'est empiré d'année en année jusqu'à atteindre un stade de phobie scolaire où j'ai raté plusieurs mois d'école. Peu importe combien de temps je passais en classe, peu importe s'il restait 2 minutes ou 5 minutes, je finissais par faire une crise d'angoisse. Et donc, même quand j'allais en cours, je finissais par faire une crise d'angoisse et aller à l'infirmerie. Et c'est au moment où je me sentais le plus seule, parce que même si l'infirmerie, ça me permettait d'être seule et pouvoir canaliser cette crise d'angoisse, j'étais seule toute la journée, parce que j'allais pas à la cantine. J'étais avec des gens à la cantine, mais vu que je mangeais pas, j'étais seule dans mon esprit. J'étais seule en cours, vu que j'étais à l'infirmerie, à toujours être dans une salle seule pour me calmer. Par exemple, samedi, j'ai eu un match et 10 minutes avant la fin, je fais une crise, je tombe au sol. Mon équipe et mes coachs ils pensent que je fais exprès ou que j'arrivais pas à courir. D'un coup, je me retrouve sur le dos, malaise. Et ce qui m'a fait peur, c'est
c'est en fait me dire que peut-être j'allais mourir. Parce que je voyais que mes yeux ils se fermaient et qu'on n'arrêtait pas de crier mon prénom. Donc je travaillais la nuit, je comptais pas mes heures, j'ai jamais compté mes heures. Il y a 1 an, mon corps a dit stop, alors je pense que j'ai ignoré beaucoup de choses ou des signes aussi de mon corps qui me disaient en fait arrête un peu plus tôt, où j'avais des douleurs chroniques à la cuisse. Mais en fait c'est devenu pire après, puisqu'à partir du moment où on est conscient de la réalité, on sait qu'il y a un problème, du coup on se dit qu'il faut le traiter. Et j'ai pris ma douche, je suis sortie de la douche et malheureusement j'ai vu un trou énorme et béant sur ma tête. Et en fait, de sortir de la douche et de voir vraiment un trou chauve sur son crâne, c'est terrifiant. Je pense que ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie parce que ça a remis ma confiance en moi complètement à zéro, alors que j'en avais quand même un peu. J'ai essayé de penser, on va dire aux personnes qui m'aiment et à mon futur, comme quoi je pouvais pas lâcher maintenant. Après, la douleur, elle est partie, elle est revenue dans la nuit. Où d'un coup, comme tu disais, j'ai ressenti des fourmis dans mon bras. Je ne le ressentais plus. Et j'étais toujours en train d'hésiter à est-ce que j'appelle le 15, est-ce que j'appelle pas. Et j'ai pas appelé. Je me suis endormie avec la douleur. Comme tout le temps, on va dire. Waouh. Je savais pas que j'allais pleurer. Excusez-moi. Moi, ma dépression, elle a vite commencé à partir des cours, où très vite, on m'a mis la pression et je me suis mise la pression. Et donc, ça s'est enchaîné à la phobie scolaire. Et puis après, on a eu la pression du monde qui nous entoure, où du coup, ça a déclenché mes TCA, donc l'anorexie et l'hyperphagie. Tout s'est enchaîné en 4e, et où là, tout m'est tombé dessus. Et physiquement, j'étais dans un état où j'étais en sous-poids, j'étais pâle, je perdais à poigner mes cheveux. J'étais plus en état physique de rien. De nos études, on sait qu'effectivement, beaucoup ont une pression à la réussite. Au moins 7, 8 sur 10 ont une pression à la réussite, plus ou moins forte. Et plus ils se la sentent forte, et plus effectivement, ils ont un risque anxieux-dépressif qui est élevé. J'ai grandi dans un quartier populaire à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Ça s'appelle la Ferrandière. J'ai été en primaire dans la cité à côté, j'étais au collège dans mon quartier. J'étais au centre social et ma vie gravitait autour de ces quelques rues où je me suis posé beaucoup de questions très tôt et il y avait des trucs où c'est de la souffrance du quotidien où tu rentres le soir, tu sais pas trop si tu vas manger, tu sais même pas si tu auras encore une maison. Tu regardes la télé et tu vois des parents qui partent en vacances avec leurs enfants, qui leur font des câlins et toi t'es seul dans ton appartement à 18h à faire le goûter pour ton petit frère, tu vois. Il y a plein de trucs où, tôt, j'ai compris que ce que je vivais, c'était pas normal. Mon rôle familial, c'était d'être la solution, d'être un peu vulgairement, mais d'être le sauveur, tu vois. Sur lequel, du coup, il y avait beaucoup de pression. Tu te sens responsable d'une situation de gens, mais qui t'en demandent beaucoup par rapport à ce que tu peux faire, en fait, parce qu'il y a aussi ça. Et à 17 ans, dès que j'ai eu mon bac, je suis parti à Paris. Je suis parti dans une colocation dans le fin fond du 91. Et j'étais juste heureux parce que j'habitais plus là où j'habitais. Quand il y a eu le confinement, je suis rentré à Lyon. Et pendant les mois de confinement, plus un peu après, c'était tout noir. En fait, j'étais dans ma tête, j'arrivais pas à voir autre chose que j'ai raté la chance de ma vie de fuir, quoi. Comme une biche en forêt qui esquive le premier coup de fusil et qui tombe au deuxième, quoi. T'as vu autre chose, t'as vu la possibilité que ta vie pouvait être différente et c'était compliqué. Et à mon retour, j'étais dans un truc où quasiment pendant 1 an, j'avais plus la force d'aller à l'école. Et du coup, ma seule réaction, c'était de m'isoler. Du coup, j'ai arrêté de traîner en bas de chez moi. Je partais loin, tout seul. J'étais souvent seul, du coup. J'étais dans une logique un peu jusqu'au boutiste, dans cette idée-là, un peu mauvaise. J'étais en mode, si j'ai eu un premier échec, c'est pas grave. Ma vie, elle est foutue, autant niquer ma vie jusqu'au bout, quoi.
Et oui, je suis passée par plusieurs étapes comme avoir des idées noires, c'est-à-dire penser à se faire du mal ou avoir des idées qu'il ne faut pas avoir. Je ne suis pas passée à l'acte. Tous les jours, j'ai mal au cœur. Je me réveille avec une douleur, on dirait que ça va être la fin, quoi, comme tu disais. Ou qu'il va m'arriver quelque chose, ou peu importe. Et je prends sur moi. Je sors, je me dis, ouais, je dois réussir ma vie. Et du coup, je remets mon sourire, on va dire un masque. À seulement 18 ans, je m'inquiète pour plus tard. Et surtout, la peur de ne pas réussir, me dire que j'ai fait tout ça, que j'ai vécu tout ça pour pas réussir. Ça porte c'est un poids lourd. Et pour toi, là où tu as tiré le plus sur la corde, ton ressenti perso, c'est plus au niveau physique ou psychologique? Déjà, il y a les deux, puisqu'on avait un rythme très fort dans l'assaut. On avait beaucoup d'événements, on avait beaucoup de choses, beaucoup de déplacements. Et à chaque fois, on tirait un peu plus. On se disait, ouais, mais c'est pas grave, on va se reposer la semaine prochaine. On va se reposer la semaine prochaine. Au final, il n'y avait jamais de semaine prochaine. Le rythme, il baissait pas, il baissait jamais. Et donc ça, c'était physique, mais aussi émotionnel, en fait. Alors le surmenage, il est souvent lié. Actuellement, on parle beaucoup du travail. Effectivement, c'est vrai, on entend beaucoup. Mais c'est le travail, souvent associé à autre chose, du cumulatif, comme on appelle ça, avec d'autres tâches ménagères, les enfants, etc., qui amènent la personne à se sentir surmenée. Quand le surmenage devient chronique, c'est là que ça pose question. Et souvent, on va venir interroger la fonction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous sentez surmené? Et je pense qu'à un moment, mon cerveau, il s'est dit stop, faut se calmer et il faut s'arrêter. Donc je pense qu'il y avait une grosse surcharge émotionnelle, je pense. Et c'était vraiment une période compliquée où en fait, je me disais que, en fait, mine de rien, j'avais des parents qui vivaient ensemble et qui m'aimaient, un grand frère, une vie, des amis, une maison, de la nourriture, de l'eau courante. Et en fait, j'arrivais toujours à aller mal. Et du coup, je me trouvais pas digne d'avoir mal. Je me sentais pas légitime d'avoir mal comme ça. J'espère en voir le bout, mais en tout cas, chaque jour, je vois une petite amélioration. Donc, je me satisfais de cette amélioration et j'avance. En tout cas, quand je vois le sourire des filles que j'accompagne, je pense que c'est la plus belle chose qui me fait tenir et qui m'a fait ne jamais abandonner. Globalement, si on sait qu'on va mieux grâce à l'échange, à pouvoir parler de sa situation, de pouvoir échanger dessus, ça va dépendre de l'oreille que vous avez en face. C'est de cet échange que naît en fait la possibilité d'aller mieux. Ma psy, elle me dit souvent une phrase, c'est arrête de trop réfléchir. Et en fait, du coup, j'arrête de concrétiser tout dans ma tête, sachant que je réfléchis énormément. Tout le temps, pour tout. J'ai arrêté de concrétiser plein de choses. La pression, j'arrête de la réfléchir. Le stress, pareil. Et ça me permet de prendre mes distances avec ça. J'ai un blocage. Je me confie. J'ai pas confiance. Ou sinon, je tombais sur des psys qui étaient pas bien après avoir entendu mon histoire. C'est-à-dire voir un psy pleurer, je me dis que... Ouais. Je me dis que... Tu fais pleurer les psys? Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Me dire que, il peut pas m'aider. C'est super dur de trouver les bonnes personnes. Genre une personne en qui tu as confiance et qui te comprend. En plus, là, il y a plein de professionnels complètement différents avec des méthodes complètement différentes. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas que tu lâches. Parce que c'est pas parce que t'es tombé sur 3 pas bien que le 4e ou la 4e ou la 5e ou le 5e va pas être bien. Et je trouve vraiment trouver le bon professionnel de santé pour t'accompagner, c'est quelque chose de très difficile. Mais quand on l'a trouvé, pour un certain moment peut-être, ça fait du bien. Donc là-dessus, faut pas que tu lâches, tu vas trouver. Avoue que les sportifs de haut niveau ont plus tendance à dire je vais voir un prépa mental, j'ai un coach mental, que j'ai un psychologue. Ouais. Parce qu'il y a cette définition du psy qui fait un peu peur. Mais après, chacun le dit comme il veut. Tu peux dire, moi, j'ai un coach mental. Moi, je sais que... Moi, j'ai une coach mentale qui est Moi, je fais de la muscu du cerveau, chacun son truc. Voilà. Et donc, pour le coup, il n'y a pas d'échec à aller voir un psychologue et que ça ne marche pas. Il y a plein de personnes qui vont en voir plusieurs avant de se dire
c'est la bonne personne parce qu'il y a la bonne écoute, il y a la bonne compréhension, il y a le bon retour. J'ai compris qu'en fait, quand bien même je faisais mon boulot sur le terrain, ou les choses bien, il y allait toujours avoir des personnes qui allaient me haïr, me détester pour quelconque raison. Si quelqu'un dit qu'il est harcelé, il est harcelé. C'est ça la définition du harcèlement. Même sur les réseaux, à cette période-là, je me dis, je suis même pas légitime de mettre une photo, de publier quelque chose parce que c'est limite moi le problème. Le problème du réseau social, c'est qu'il y a l'effet boule de neige et l'effet d'emportement. Et globalement, quand on vous aurait dit une chose désagréable, là, on a beaucoup plus de personnes qui sont capables de vous dire cette chose désagréable. Il y avait des photos, des émoticônes, des choses comme ça, où on me montrait comme désolé du terme, mais comme du caca, comme une merde. C'est pas une histoire de force mentale, c'est de toute façon, quand on vous tape dessus, à un moment, physiquement, vous vous écroulez, c'est exactement la même chose. C'est le même principe. Il y a tellement de choses et que les gens se permettent qui m'ont fait aussi énormément de mal et qui m'ont plongé clairement encore plus dans cette dépression-là. Globalement, souvent, les gens qui sont harcelés sont des gens qui vont bien. Et le plus souvent, ce sont les harceleurs, qui sont des gens qui sont pas bien dans leur vie, qui sont pas heureux et qui vont avoir une forme d'envie et donc qui vont harceler ces gens qui sont normaux. Et là, en fait, il y a un phénomène de renversement. Bonjour. Salut, ça va? Ça va. Merci d'accepter de parler de santé mentale. Comme le harcelé est une victime, c'est lui qui définit s'il se sent harcelé. Je tente, à mon échelle, de faire en sorte de déstigmatiser la santé mentale parce que c'est encore trop tabou dans notre société dans laquelle on vit. Certaines personnes ne se rendent pas compte des maux qu'ils peuvent avoir à travers un écran. Ah oui, mais ça je connais. Voilà, je pense que je connais aussi. Les haters, tout ça, vous en avez vu. Ouais. Donc voilà, si tu veux me parler de ton expérience. Fin de 5e, il commence à y avoir des frictions en réel au collège. Des menaces physiques? Alors, pas physiques, mais plutôt de la violence psychologique. De m'humilier, de me dire des mots méchants. Il y a aussi du chantage, des choses comme ça. Donc ça me ruine vraiment mon estime de moi. De toi-même. Ça affecte ma santé mentale, forcément. Et à peu près à cette période, j'ai commencé à me faire du mal. Et forcément, après ça, il y a eu des rumeurs qui ont circulé au collège. Il y a eu des mots assez blessants. C'est que j'avais conscience que cette situation était malsaine, mais je mettais pas le mot d'harcèlement dessus parce que, en fait, ça ne prenait pas la forme qu'on voit dans les... Harcèlement physique. Voilà, on pense souvent au harcèlement physique et rarement au harcèlement psychologique, moral. Et c'est seulement il y a 1 an et demi qu'on m'a dit, en fait, ce que tu as vécu, c'est du harcèlement. Ça a découlé sur des comportements dommageables du type scarification ou tentative de suicide. Quel a été l'élément déclencheur? Tu peux en parler? J'ai perdu pied un moment et j'avais besoin d'extérioriser. Après, il y a eu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux le fait que je suis tombée sur des contenus. D'abord, c'était des musiques qui parlaient du mal-être du chanteur. On m'a proposé d'autres musiques de ce style. Et bref, toute la chaîne de l'algorithme. Et en fait, je suis tombée sur des contenus qui glamourisaient, qui incitaient au comportement autodommageable, qui incitaient au suicide. Et qu'en fait, ça se passe déjà mal à l'école. On rentre, on veut aller sur les réseaux sociaux. Même si c'est pas quelqu'un qu'on connaît directement qui nous envoie ces vidéos, ça nous plombe. Et ça a duré combien de temps, cette période où tu t'es fait du mal? Alors, samedi, ça faisait les 1 an où je me suis pas scarifiée. Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire de sobriété. De sobriété,
Voilà. Ouais, c'est cool. Donc ça fait 1 an. Ça, c'est et bien, 2 il jours. faut le fêter. Voilà. J'espère que tu l'as fêté. Je l'ai fêté. Les réseaux sociaux sont probablement une très bonne chose qui permet d'être en contact avec le monde entier et puis de s'ouvrir, et ça permet à des artistes de se faire connaître. Enfin bon, il y a énormément de facteurs positifs. Mais il y a aussi des facteurs négatifs. Ces facteurs négatifs, on les connaît, c'est les algorithmes toxiques qui vous enferment un peu dans ce que vous regardez tout le temps. Et quand vous avez commencé à regarder des chats ou des voitures, vous voyez plus que des chats et des voitures, vous avez l'impression de vivre dans une espèce de ce qu'on appelle de bulle numérique. Effectivement, ceux qui regardent des shorts toute la journée ou des petites vidéos toute la journée sans avoir choisi ce qu'ils regardent pour passer le temps et que ça empiète une grande partie de leur vie, cela forcément, ça n'a pas le même effet sur leur santé mentale. Ce qui s'est passé moi dans ma vie, c'est qu'en seconde, mon frère a 3 ans de plus que moi, donc il part en études sup à Paris, donc loin, et ça fait bizarre de voir quelqu'un auquel on tient partir loin. Plus une relation un peu compliquée avec mes parents. Je me sentais pas très bien de pouvoir leur parler de beaucoup de choses et beaucoup de problèmes qui m'arrivaient. Dyslexie, hypersensibilité, un univers un peu anxiogène, quoi. Je me sentais plus bien et donc tous ces facteurs m'ont mené à faire une dépression et je me suis perdu à ce moment-là. Je me suis complètement isolé. Je me suis dit que ça allait passer, que je dramatise tout. Enfin, j'étais vraiment dans le plus gros déni. Cette dépression, j'ai dû la combattre en utilisant les mauvais moyens. Et pour moi, ça me faisait du bien, mais je me rendais bien compte que c'était vraiment une sorte de spirale qui m'emmenait vers le bas, vers les enfers. Plus, je tombais sur des vidéos sur Instagram et TikTok qui montraient comment se pendre ou comment se scarifier, les bienfaits. Je tombais sur une sorte de communauté où je me sentais compris, mais en même temps, je savais très bien que c'était mauvais parce que depuis que je regardais ces vidéos, et ces vidéos, elles m'incitaient à le faire. Et quand mes parents l'apprennent, mon père réagit assez mal parce que pour lui, il n'avait rien vu venir. Et puis, c'est compliqué de voir son enfant dans un mal-être, surtout aussi jeune. Plus ma mère qui traversait aussi une période assez compliquée. Enfin, son fils qui part et là, son autre fils qui a 2 doigts de mourir, je me sentais mal. J'avais juste envie de partir et les laisser vivre leur vie tranquillement, quoi, sans moi. Et donc, j'ai fait plusieurs TS. La première, c'était avec des médicaments. Et c'est là que je me rends compte, j'ai fait une bêtise, j'appelle ma mère, je dis « Maman, je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai avalé des médicaments parce que je voulais mourir, quoi. » Donc on m'emmène à l'hôpital. Je me souviens que j'avais mon pyjama à l'envers, une chaussette blanche, une chaussette noire, mes pantoufles. C'était un peu à la va-vite. Et puis je me rends compte que non, j'ai pas envie de vivre ça. Et au final, je rentre à l'école au bout de 2 semaines d'hospitalisation. Je rentre à l'école, tout le monde me pose la question « T'étais où ?» Je leur dis « J'étais malade, j'ai fait une bêtise », des trucs comme ça. Et puis ça retombe. Je me sens plus bien, j'arrive plus à manger, je dors plus, je prends des médicaments et donc c'est une pression, plus les cours, plus les devoirs, devoir garder la pêche alors qu'en fait on se sent pas bien à l'intérieur. C'est super compliqué. Et je refais une TS et là je vais dans un hôpital psychiatrique, un HP, et c'est là que je me dis je suis pas fait pour mourir en fait. Je peux pas faire ça à ma famille, je peux pas faire ça aux autres qui m'aiment. Je me suis dit que là, c'est pas possible, qu'il faut que j'arrête ça. Et donc, au bout de 2 ou 3 semaines d'hospitalisation dans l'hôpital, je ressors, donc je retrouve mes amis, je leur explique un peu ce qui s'est passé. Tu parlais des réseaux sociaux. Moi, j'ai vraiment mon avis aussi là-dessus. Je trouve que ton algorithme, parfois, il te propose des vidéos qui sont terribles. Enfin, moi, par exemple, je disais que j'avais peur d'avoir une maladie grave. Moi, mon algorithme, vraiment, il n'y avait que des personnes qui allaient mourir dans mon algorithme, dans les vidéos proposées. Est-ce que c'est aussi des vidéos qui ont accentué ton mal
je regardais, je likais les vidéos parce que je me sentais bien. Je sais pas si pour toi c'est pareil, mais j'avais une sorte de réconfort dans ce genre de vidéos. Je me dis, ouais, au final, je suis pas seul. Enfin, je suis compris, j'ai envoyé des commentaires. J'ai reçu beaucoup de messages en me disant, oui, tu peux nous en parler et tout. Donc, je me sentais bien. Mais en même temps, tomber sur ce genre de contenu, ça te mettait, ça te mettait dedans. La barre. Enfin, j'étais tout le temps triste, quoi. Ouais. Et j'aimerais bien savoir un peu, vous, par où vous êtes passé et comment c'est le process, en fait, pour sortir de tout ça. En fait, j'ai toujours été passionnée par l'équitation. La relation que j'ai avec les animaux, ça me permet de canaliser à peu près tout, de stopper mon cerveau. Je pouvais laisser tous mes problèmes en dehors et c'est vraiment ce qui me permettait de tenir. Est-ce que de temps en temps, tu as justement une phrase ou quelque chose qui te... Parce que tu as peut-être des coups de mou de temps en temps, qui te remettent la tête hors de l'eau. Après l'hôpital, je me suis rendu compte que la vie, elle mérite d'être vécue. Peu importe l'âge qu'on a, on n'est pas trop vieux pour mourir et ni trop jeune pour mourir. La fatalité, ça arrive, mais pour moi, c'était pas maintenant. Et quand j'ai ce coup de mood, quand je suis pas bien, je pense aux personnes que j'aime et je me dis que je fais ça pour eux, même si je fais ça pour moi. Et ce qui m'a permis surtout de m'en sortir et de retrouver goût à la vie, c'est vraiment faire les choses que j'aime. Beaucoup de dessins, sortir avec mes amis, profiter de la vie, quoi. Tout ce que j'ai envie de faire du shopping, faire ci, manger, reprendre goût vraiment à la vie, quoi. Si vous traversez ça, c'est hyper ok d'un moment se sentir anxieux et anxieuse et se sentir complètement dépassé. Il faut être acteur de sa vie et acteur avec les épreuves qu'on vit. Et ici, tous, on a vécu des épreuves qui sont différentes, qui ne sont pas plus ou moins, qui sont différentes. Et chacun est là aujourd'hui et est acteur puisqu'on a la volonté de le partager. Je suis en train d'entamer un processus qui va être long, dans lequel je ne vois pas le bout. Mais j'ai fait, comme je disais au début, tout ce que je n'avais pas envie de faire. C'est-à-dire manger bien, me mettre au sport, parler avec une psychologue. J'ai acheté un cahier, j'écrivais ma colère, ma tristesse, je cherchais à comprendre. Dès que j'ai eu une crise d'angoisse, noter quel a été l'élément déclencheur, quelles ont été les suites de cet élément déclencheur, pour en fait petit à petit déconstruire tout ce qui a pu se passer. Je ne sais pas si un jour ça ira mieux, je l'espère. Mais je sais que j'aurais pas rien fait. Et je pense que déjà ça, pour déculpabiliser, ça peut être une bonne piste. Ça, c'est important pour moi de le dire. Je trouve qu'on voit d'un mauvais œil, en tout cas beaucoup de personnes qui n'en ont jamais pris, voient d'un mauvais œil les traitements, les médicaments, les antidépresseurs. Et il y a beaucoup de préjugés là-dessus, alors qu'en fait, oui, c'est un traitement qui peut être lourd, mais au final, quand il est bien utilisé, ça peut vraiment aider. Ce que tu as vécu, c'est grave. Tu as voulu mettre fin à ta vie, c'est terrible. Mais la réalité, c'est que tu es là et tu es en train de le dire. Et ça, c'est beau. Moi, je vois ce côté-là. Ça, c'est beau. Tu es fort, tu montes à Paris pour raconter ça. Ça, c'est une force exceptionnelle et ça va te servir dans ta vie. Et j'espère que c'est ce qu'on est en train de faire. Ça va donner beaucoup de force à tout le monde. Ma grande sœur qui est venue me voir et qui m'a dit appelle une ligne d'écoute. Et c'était pas des professionnels qui étaient derrière cette ligne d'écoute, c'était des étudiants comme moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à appeler. Et en fait, j'ai commencé à déballer mon histoire. Parmi les solutions, il y a des numéros nationaux. Hein. Après, des fois, quand on se sent pas bien, c'est bien d'en parler à quelqu'un, déjà. Après, il faut avoir cette force de caractère pour savoir en parler aux bonnes personnes. Même si c'est votre ami, quelqu'un de votre confession, prêtre, rabbin, imam, peu importe, hein, chacun va chercher l'oreille attentive où elle peut. En tout cas, il n'y a pas de meilleure personne à qui en parler. Et le fait d'en parler à certaines personnes qui vont te réconforter, peut-être avec un resto, passer une soirée ensemble, un voyage ensemble, ça va te débloquer, puis ça va te libérer de ce poids-là. J'ai eu la chance d'être entouré de copains. C'était avec l'équipe de France, et quand l'équipe a titré Le Mal-Aimé le lendemain, t'as les mecs qui sont mis à chanter la chanson de Clo-Clo, Mal-Aimé, je suis le mal-aimé.
Et donc, en fait, on en a rigolé. Je pense que c'est important, ne jamais trop garder en soi. Il faut être à l'écoute, il ne faut pas avoir peur de se livrer, encore une fois, à des personnes compétentes. Parlez-en à un adulte, que ce soit à l'école, chez vous, quelqu'un dans votre ville, dans votre association. Et on va tous bien aller un jour. On va tous réussir. Voilà, c'est ça ma conclusion. Du coup, Génération 2018, vous avez créé une assoce. En fait, c'est un fonds de dotation. On lève des fonds et après, on donne pour une cause. On choisit chaque année une thématique. C'est pas tous les jours qu'on parle de santé mentale avec un champion du monde. Salut, on est l'association e-Enfance 3018. On lutte contre le harcèlement et les violences numériques chez les jeunes. Appelle-nous quand tu veux au 3018. On est dispo. Hello toi, c'est Nasrine de Nightline, une association qui a pour but d'améliorer la santé mentale des jeunes et des étudiants à travers différents dispositifs. Si tu as envie d'en savoir plus sur la santé mentale, n'hésite pas à aller voir notre site internet nightline.fr ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Tu cherches de l'information fiable et accessible sur la santé mentale? Rendez-vous sur psycom.org pour découvrir nos ressources pour t'informer et prendre soin de ta santé mentale.